c'est des millions d'euros de transactions journalières. Je gagnais jusqu'à 100 000 euros par jour. Et ça, je ne parle pas du côté obscur. Je m'appelle Grégory Zaouï. Je suis le cerveau de la fraude à la taxe carbone. J'ai grandi à Pantin, dans une famille très modeste. Ma mère était mère au foyer, mon père travaillait, il a été boucher, il a été cordonnier, restaurateur, gérant de salle de fête. Il m'avait confié les vestiaires. Ça m'arrivait de gagner jusqu'à 3000 francs de l'époque, chaque soir. Pour un jeune de mon âge, j'avais à l'époque 14-15 ans, c'est des sommes considérables. J'ai choisi une voie, celle des affaires. Et j'ai commencé très jeune. J'allais à l'école, je vendais pas mal de choses. Je leur vendais des jeans Levi's notamment. J'aurais vendu aussi des montres en turquoise. Je vendais aussi des cassettes vidéo, des films. J'avais un contact dans un cinéma qui me permettait d'avoir des cassettes vidéo piratées, des films qui venaient de sortir. Je vendais les cassettes 100 francs. Et j'avais 2 magnétoscopes qui tournaient toute la journée et qui me permettaient de les produire. Moi, ce qui m'a motivé, c'est de gagner de l'argent et surtout de mettre ma famille le mieux possible pour qu'elle vive bien, qu'elle manque de rien et les emmener en vacances, les faire rouler dans des belles voitures, enfin leur donner une vie convenable qu'ils n'avaient jamais eu. Je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Toujours mon principe, c'est d'avoir un coup d'avance. C'était d'être là, de voir la prochaine chose qui allait fonctionner avant tout le monde. Je fais la rencontre de Marco Mouli en 1997 et on s'est associés dans une société, Place Vendôme. On a créé une société qui s'appelait Vendôme Trading. On avait un capital de 2 millions de francs à l'époque, c'était considérable. On était situé face au ministère de la Justice, au 10 Place Vendôme. Et on a commencé notre activité, c'était moi qui pilotais, de téléphonie mobile en grosse quantité. On achetait des téléphones mobiles en Angleterre pour les vendre au Danemark. Pourquoi le Danemark? Pourquoi la Scandinavie? Parce qu'à l'époque, c'était le pays où le taux de TVA était le plus élevé d'Europe. Il était à 25%, quand en France, il était à 18,6%. Je suis rattrapé en 2004 par l'affaire danoise. J'ai été condamné en France à 30 mois de prison pour des faits de fraude fiscale. J'ai été incarcéré immédiatement à la prison de Fleury-Mérogis. C'est d'ailleurs à Fleury-Mérogis où, dans ma cellule, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis sur le chemin de l'écologie. Toute la journée, il me parle du marché de l'écologie, que ça va être l'avenir, les panneaux solaires, les pompes à chaleur. Il me parle de ça constamment. Donc quand je suis sorti, j'ai monté une entreprise d'installation de panneaux solaires dans le sud de la France, et puis je me suis mis à faire des salons. Et de salon en salon, je rencontre des gens, et puis j'entends parler d'un marché de régulation des quotas carbone pour toutes les installations à travers l'Europe. Il y en avait à peu près 11 000 à l'époque. Et un jour, je pose la question fatale à un des responsables de la bourse qui s'appelait PowerNext à l'époque. Je leur demande, est-ce qu'il va y avoir de la TVA sur ces quotas carbone? Est-ce que c'est assujetti à la TVA? Et la personne me répond naturellement, oui, absolument. J'ai fait mon premier test, le fameux test des 30 000 euros, où j'avais acheté pour 30 000 euros de quotas carbone. En quelques secondes, je les transfère en France. J'encaisse 30 000 euros, plus 19% de TVA à l'époque. Donc j'ai fait une plus-value très rapide de 5 000 euros. Donc à ce moment-là, dans mon cerveau, ça fait tilt. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'avenir. La combine des fraudeurs était très simple. Via des sociétés fictives, ils achetaient du droit à polluer à une entreprise étrangère, hors taxe, puis ils le revendaient aussitôt en France, toutes taxes comprises, mais ne reversaient pas la TVA à l'État français. À partir mars ou avril 2008, je ne sais plus très bien, c'est parti. C'est des millions d'euros de transactions journalières. Je gagnais jusqu'à 100 000 euros par jour en fees, en commission sur l'achat et les ventes de quotas carbone. Je vivais dans des beaux appartements parisiens, j'avais plusieurs très belles voitures. J'avais de bonnes fréquentations, de mieux en mieux d'ailleurs que je m'élevais socialement dans la vie sociale, ça me plaisait beaucoup. J'ai commencé à investir de l'argent, enfin des sommes assez considérables aux États-Unis. J'avais un projet assez fou, c'était de racheter la maison de Michael Jackson avec le designer Christian Audigier à l'époque pour en faire un musée. On n'a jamais eu les autorisations pour laisser les cars de touristes stationnés. Donc c'était un projet qui n'était pas viable en lui-même, donc ça n'a pas pu se faire. J'avais aussi investi dans un restaurant
On avait acheté les murs d'un restaurant. Mon locataire, c'était Robert De Niro, c'était mon locataire. Et aussi des murs de banque. Enfin, principalement développé dans l'immobilier. Ouais. Vous voulez que je vous dise, je crois que mon entourage de l'époque, mon premier cercle, je crois qu'ils étaient plus fiers pour moi que moi-même. Parce que moi, je connaissais le fond de tout ça. Et j'étais quand même conscient que ce que je faisais, c'était illégal. La France a été le premier à décider d'arrêter la TVA sur les quotas carbone. Ils ont mis énormément de temps à réagir parce que ça a commencé au printemps 2008. Ils ont enlevé la TVA en juin 2009. Moi, je me fais arrêter le premier en décembre 2009. La première chose que je fais à 6h du matin, quand la police elle vient, elle sonne. Enfin, je savais que c'était pas pour m'apporter des croissants, j'avais compris que c'était la police. Je vais aux toilettes avec les cartes SIM dans la main et je les jette dans les toilettes et je tire la chasse. Et sur les 4 cartes, il y en a une qui tombe par terre, que je ne vois pas. Et malheureusement, c'était celle qu'il ne fallait pas. Et grâce à ça, ils ont remonté beaucoup de choses sur mon patrimoine. J'ai été en fait condamné pour des choses, des actions, des fraudes fiscales que réellement j'ai pas commises. Et celles que j'ai commises directement, on les a jamais trouvées. J'ai été condamné à 12 ans de prison, qui ont été confusionnés à 8, parce qu'il y a eu plusieurs affaires, donc il y a eu un jeu de confusion. Et sur les 8 ans, j'ai fait plus de la moitié. Et là, c'est une période de ma vie où je rentre presque en dépression. Je perds beaucoup de poids. C'est compliqué, très dur. Très dur. Là, c'est les dommages collatéraux qui m'explosent en pleine gueule. Et où il m'a fallu des années pour m'en mettre. Et je suis encore d'ailleurs en reconstruction de tout ça. Ça va au-delà de l'argent, tout ça, vous voyez. L'argent, là, je m'en foutais complètement de l'argent. Là, j'ai l'impression de tout. Enfin, j'ai tout perdu. Je sens que mon couple vacille totalement, que j'ai plus la maîtrise de rien du tout. Les affaires à l'extérieur, ça commence à se péter la gueule littéralement. Et je vois pas le bout. Et j'ai encore des magistrats qui me demandent encore des cautionnements, des nouvelles cautions. Et j'arrive pas à les payer, quoi. Puis, donc tout arrive en même temps et je craque, j'en peux plus. Je continue toujours à payer ma dette, je suis sous le régime de la liberté conditionnelle. J'en ai encore pour quelques mois. Bien évidemment, je continue à payer et je m'en veux terriblement d'avoir fait tout ça parce que j'ai loupé énormément de choses, en plus du mal que j'ai pu faire à la collectivité. C'est à refaire, je ne le ferai pas du tout. J'ai merdé, je l'accepte, je méritais ce qui m'était arrivé et je l'assume totalement.